merci. Je sais pas s'il y avait une réponse, Dr. Durand. Non. Est-ce qu'il y a une autre question de Claire Roy Oui. Mais moi, je me dis que si jamais, mais je sais pas ce que t'en penses, Brine, on pourrait aussi les entendre, nos participants, parce que sinon ils sont muets là. On peut peut-être essayer, tu vois, et si ça fonctionne pas, on reviendra au chat. Mais Claire, je vous ai vu poser une question, Claire Roy. Je vous ai vu poser une question Ouais, ben dans le chat. je peux peut-être je peux peut-être la lire, mais en fait, bon là, tout le monde, c'est la première édition de ce genre de réunion, donc on y va vraiment un peu à l'essai. Donc oui, on peut, vu qu'on n'est pas 125, là, on peut essayer de poser des questions. Alors, ce qu'on va faire, on va quand même donner la priorité à ceux qui ont posé des questions dans le chat en premier. Si vous voulez parler, si vous voulez pas parler, faites-le juste savoir. Ouais. Puis, c'est le cas de Claire Roy. J'ai vu passer sa question à Claire Roy. Donc, ouais, c'est ça. Claire. Oui, bonjour. Bonjour. Alors oui, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'arbitrage de nos gouvernances, elle se fonde finalement sur ce qui me semble être une vision à court terme et sur les conséquences visibles, en fait, que la mort physique finalement effraie plus, ou en tout cas semble plus préoccupée que la mort psychique. Qu'est-ce qui fait que à un moment donné, cette considération ne fait pas partie des priorités nationales et internationales, on va dire. Voilà. Ben, moi, tu vois, je vais vous répondre un peu intuitivement, mais un peu sur le modèle du tri des patients aux urgences. C'est-à-dire que tu vois, la détresse physique respiratoire pour une forme grave de Covid-19, si elle n'est pas traitée, elle est irréversible. Hein. La mort, c'est quelque chose d'irréversible. La dégradation de la santé mentale, une dépression même sévère, si vous voulez, on peut espérer la traiter. Alors, je ne vous dis pas qu'elle ne va pas avoir aussi des formes graves et qu'elle peut conduire aussi à des suicides, hein, attention. Mais vous voyez, on peut espérer tout de même, avec un entourage bienveillant, avec un psychologue, etc. On peut, sur le long terme, espérer une réversibilité de cet état. S'il n'y a pas d'action à court terme immédiate sur une forme grave de Covid-19, c'est la mort à court terme. Donc, vous voyez, moi, je trouve légitime dans l'immédiat cette sorte de tri des patients. Après, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il faut pas prendre en charge, il ne faut pas développer. Vous voyez, c'est ce qui est fait en France actuellement. On essaie de développer l'accès à des centres de soins pour des psychologues, à augmenter l'offre en termes de soins psychiatriques et psychologiques. On essaie de faire cela, mais c'est compliqué. Et puis en plus, on n'est pas remboursé. Hein, vous allez voir, vous le savez. Ça, c'est un grand problème. Tiens, Brine, j'aimerais savoir, tu vas nous dire au Canada comment ça se passe, mais en France, tu vas voir une psychologue ou un psychologue, c'est 55 € la séance, hein, environ. Hein. Et c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc ça veut dire, vous voyez, que si demain, là, j'ai une détresse dépressive, j'ai le choix, donc psychologue, ok, je vais en trouver un, mais c'est 55 €. Donc 55 € une fois par semaine, faites le compte, c'est 200 € par mois, d'accord? Et si je veux être remboursé, il faut que je voie un psychiatre. Mais un psychiatre, ici, par exemple, là où j'habite, à Saint-Nazaire, il n'y en a pas avant fin janvier. Un rendez-vous. Et un rendez-vous, hein, d'accord? Donc, vous voyez, là, il y a un véritable problème. Hein. C'est exactement la même sorte de problème. Les soins de santé mentale sont pris en charge largement dans le système privé. On paye de la poche. Donc, ça crée des iniquités sociales majeures parce que si on n'a pas les moyens, on n'a pas accès. Et partie de le problème, à mon avis, c'est lié à une approche biomédicale où on investit sur les médicaments comme solution. Et ça, c'est aussi directement lié sur le remboursement des soignants. Donc, au Canada, on est dans un modèle on est payé par le service offert, fee for service. Donc, avec tout sortes de modèles de financement pour contrôler les coûts des salaires, les dépenses sur les soignants, etc., pour gérer des budgets de santé, un des résultats, c'est mais le médecin a un intérêt financier
de donner des médicaments parce qu'il peut faire ça, une prescription en 5 minutes. Il n'a pas le temps et il n'est pas rémunéré d'une façon efficace pour faire une demi-heure de consultation. Donc, ça, c'est des choix de société qu'on voit en Occident qui sont, à mon avis, très problématiques parce que ça nous pousse vers un modèle biomédical qui est efficace pour des maladies graves. C'est utile d'avoir une biomédecine de pointe quand on est en insuffisance cardiaque ou on a besoin d'une urgence. Mais il est pourri comme modèle de protection dans un contexte d'une pandémie où on a besoin de faire la prévention et la santé publique de base quasiment du Moyen-Âge. Le confinement, c'est un modèle du Moyen-Âge. On ferme des villes, mais on est en train de faire la même chose parce que la biomédecine comme modèle nous démontre ses faiblesses qui sont majeures. Et le problème de santé mentale, je pense que c'est un bel exemple de ça, des limites de la biomédecine. Il n'est pas fait pour ça. On a besoin d'autres sortes de réponses. Oui, alors, désolée, je viens de réaliser que mon micro n'était pas sur muet. Alors, il y avait Michel Morin qui avait écrit une question dans le chat. Alors, je ne sais pas si Madame Morin, vous voulez la... Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui, merci pour cette conversation très intéressante. Alors, rapidement, moi, je suis une gériatre. Alors, je fais partie des médecins qui prennent soin des plus vulnérables et qui privent de leur liberté tout le monde autour. C'est peut-être plus un témoignage à ajouter à notre réflexion qu'une question, mais en fait, j'ai été évidemment éminemment témoin de la détresse que le confinement un peu brutal et mur à mur de la vague 1 a généré à la fois chez les aînés, qu'ils soient à domicile ou en milieu de vie pour aînés, centre d'hébergement, etc., chez leurs proches et chez les citoyens. Et on avait espoir qu'avec le déconfinement, cette détresse-là s'atténuerait. Et malheureusement, elle a subi une mutation, je dirais, parce que soudainement, avec la reprise d'une certaine normalité, c'est une nouvelle peur qui a envahi les aînés, c'est-à-dire cette fois-ci d'être contaminés par exemple, les visiteurs, les proches aidants qui pouvaient retrouver le privilège de venir à leur chevet. Et chez les proches, l'espèce de culpabilité d'être peut-être ce potentiel vecteur-là et tout l'accompagnement que nos soignants devaient donner dans ces démarches-là, que ce soit en résidence pour aînés ou en milieu de soins. Ça s'applique peut-être un peu moins dans la réalité du domicile, mais au total, la détresse chez ce sous-groupe-là, je peux pas parler du reste de la population, mais je voulais juste l'ajouter à notre réflexion que dans ce faire du bien-là qu'on souhaitait, c'est pas du tout ce qu'on a récolté sur le terrain, à mon avis du moins. Merci. Ce qui me frappe avec ce témoignage, c'est l'importance de faire attention à les groupes les plus vulnérables. Et oui, dès le départ, c'était les personnes âgées et ça continue à être les personnes âgées. Et c'est pas juste sur le plan biologique, c'est également sur le plan de la santé. On a entendu tellement d'exemples comme ce bel témoignage de la détresse vécue à la fois par les personnes âgées, mais également par les soignants et les familles. Et on a besoin de prendre ça en compte parce que c'est également partie de la solution. Un des grands problèmes, c'était de dire, pour des raisons de protection contre le virus, on a besoin d'éloigner tout le monde. Oui, mais on est privé d'une interaction de santé par les proches aidants. Donc, on s'est privé de tout un volet de personnes qui pouvaient nous aider. Comme le chien qui jappe en arrière-plan. On a ces besoins importants pour notre santé mentale. Donc, on peut imaginer d'autres réponses. Et ça, c'est partie d'une solution complexe, mais faisable. Et ça relève maintenant de la gestion. C'est assurer que les personnes qui peuvent être formées pour intervenir, comme les proches aidants, les membres de la famille, de dire, ils sont pas juste un vecteur de risque, ils sont également, potentiellement, une aide majeure à le soutien de la réseau de la santé. Si on fait l'effort de les former un peu dans les bons moyens de protection, de les fournir les ressources, mais là, tu as une population de bénévoles qui va épauler une équipe de soignants qui est déjà en burn-out.
Donc, au lieu de voir ça juste comme un problème, c'est de voir c'est quoi la solution. Mais les solutions sont souvent plus larges que juste demander plus de travail des soignants qui sont déjà sur leur fond ou déjà pleins dans leur épuisement professionnel. Est-ce qu'il y a une autre question, Marie-Françoise, ou est-ce que je peux peut-être présenter le second modèle éthique libérale ou... Il y avait quand même quelques personnes sur l'ordre de parole. Puis vu qu'on n'est pas rendu à nécessairement, vu qu'on n'est pas nécessairement à la moitié, peut-être qu'on prendrait comme, on finirait au moins l'ordre de parole qui est là. Si on peut dire que tout le monde arrête de poser des questions, puis au pire, on peut revenir après par la suite, ou ce sera possible de discuter avec des gens par courriel ou etc. Alors, à Clémence, Clémence Tardieu, qui avait une question dans le chat. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, ça marche. Oui, j'avais une question qui me venait là en fait. Dans le cadre du confinement, moi je trouve qu'il y a l'idée un petit peu d'un sacrifice chez les personnes confinées. L'idée un peu qu'on sacrifie quand même ses libertés au nom de la préservation de la santé ou en tout cas pour éviter de contracter la maladie. On évite aussi aux personnes les plus vulnérables donc d'être encore plus vulnérabilisées. Mais si on reprend un peu la logique utilitariste, alors vous me dites si je me trompe, moi j'ai compris que dans cette logique utilitariste, en fait, sacrifier une partie de la population, si ça résulte en une diminution de la souffrance et en une augmentation du bonheur du plus grand nombre, alors dans ce cas-là, c'est une action morale. Mais est-ce que réellement, en fait, la population sacrifiée ici, dans le cadre du confinement, elle voit finalement son bonheur augmenter et sa souffrance diminuer? C'était la question que je me posais. Alors, d'abord, il y a deux éléments de réponse. Je suis pas sûr qu'on soit purement, et c'est pour ça que je voulais embrayer un peu sur les éthiques libérales et le déontologisme. Je suis pas sûr qu'on soit purement utilitariste en France. Je ne crois pas. Je crois qu'en fait, Clémence, on a confiné au nom de principes, de valeurs, éthiques, morales importantes, par exemple le respect de la dignité de chacun et notamment des plus vulnérables. On a refusé en fait ce calcul utilitariste et on s'est dit bah non, on va pas mettre en jeu ces vies humaines. 100 000 vies humaines valent pas moins que 2 millions. Et donc on a refusé de sacrifier justement ces plus vulnérables. Et c'est au nom de cela, me semble-t-il, qu'on a fait le confinement. De la même manière aussi d'ailleurs que quand il a été question de trier les patients dans le Grand Est, le tri des patients a eu lieu sans aucun doute, mais on a en France beaucoup favorisé dans la première vague le transfert des patients. Souvenez-vous, on assistait à des TGV Covid qui passaient d'une région à une autre, etc. Donc on essayait, vous voyez, au maximum d'empêcher, qu'on n'arrive pas à ce fameux tri des patients, avec cette utilité médicale, ce principe d'utilité médicale, voire aussi sociale en fait, qui peut être un principe de répartition des soins. Donc voilà, premier élément de réponse, je pense que en fait ça explique le fait que ça peut justifier, tu vois, que les plus jeunes d'entre nous, voire même la majorité, se sacrifient parce qu'on a des principes qu'on défend. Voilà. Et ce que je disais en introduction, c'est que je pense aussi qu'on peut être aussi utilitariste et en faveur du confinement, parce que, à mon sens, tu vois, ce calcul finalement, il est assez improbable. C'est-à-dire que sur le long terme, je ne suis pas sûr que la version un peu simpliste, pas simpliste, excuse-moi, un peu spontanée on se sacrifie pour les plus vieux, pour une faible partie de la population, on serait bien plus heureux à aller dehors. Au regard de l'incertitude qui plane autour de la maladie, au regard de l'importance pour nous tous, de nos aînés, quoi. Je suis pas sûr que ce calcul soit le bon. Et donc là encore, même et au regard aussi de la désagrégation du système social, du système hospitalier engendré par la Covid-19, simplement des plus vulnérables sur tous les autres, je suis pas sûr que d'un point de vue utilitariste, ça mène au déconfinement aussi. Donc tu vois, je crois que c'est assez compliqué. Ouais, tout à fait d'accord. Et surtout, le danger de l'analyse simpliste, c'est qu'on ne rend pas compte de la complexité de la maladie et tout le volet inconnu de cette virus. Donc, au début, on pensait que c'était juste les vieux
qui étaient vraiment à risque. Et on a vu ça encore avec le nombre de décès, c'est surtout au sein des très vieux. Mais c'est pas juste les très vieux. Il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui tombent malades. Et l'incertitude, c'est on sait pas qui va tomber malade et des fois, les séquelles sont extrêmement graves. On sait pas. Donc, le danger d'un modèle qui dit, OK, regarde, c'est une gang de vieux, ils ont their life years lived, un modèle de James Childress, on va laisser tomber après 75 ans les vieux parce qu'ils ont déjà eu leur parcours de vie. Il y a une justification éthique, on peut monter à ça. Mais le problème avec cette analyse, c'est la réalité. Et on ne sait pas qui va tomber malade. Et on a des cas de gens assez jeunes, vingtaine, trentaine, qui ont des séquelles neurologiques ou physiques d'autres sortes qui traînent 6 mois plus tard. Donc, dans une situation comme ça, d'avoir des catégories brutes, peu sensibles à la diversité et à l'incertitude, sera contre une analyse utilitariste sophistiquée. Mais comme Guillaume a bien dit, et je pense que c'est la même chose ici au Québec, et j'imagine à travers le monde, il y a personne qui veut juste mobiliser une analyse utilitariste. Parce que ça nous amène dans une direction qui va pas rapporter une acceptabilité sociale. Les gens vont pas nécessairement accepter des contraintes hyper dures si on n'a pas d'autres justifications morales pour les impliquer dans ce processus. Et à date, ce que je vois en France et au Québec, c'est un de nos soucis, c'est on est en train de perdre l'acceptabilité sociale parce qu'on voit des incohérences dans les prises de décision. Et là, on dit, mais est-ce que c'est utilitariste? Est-ce que c'est déontologique? Ou est-ce que c'est purement politique parce que nos élus se craignent perdre certaines parties de l'économie? Donc, il y a des volets néolibéraux qui poussent pour l'ouverture des restaurants ou les grandes compagnies. Et on va accepter que les gens vont vivre avec d'autres sortes de contraintes. Et il y a donc des incohérences et des injustices. Je pense que c'est là où on voit un défi actuel qui met dans cet équilibre plusieurs enjeux. Et c'est pas juste un débat entre utilitariste et libéral. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, si je peux me permettre, ce que je voudrais vous proposer l'analyse suivante sur une éthique libérale. Alors, vous savez donc, le deuxième grand modèle, on va dire éthique, c'est, on dit, un modèle déontologique. L'action doit être examinée en fonction du respect de certains principes ou devoirs qui ont une valeur absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces principes, par exemple la dignité, le respect de la liberté, ne doivent jamais être transgressés, jamais, ou au contraire, doivent toujours être respectés, quelles que soient les conséquences et les résultats de l'action. Bon, c'est une présentation un peu radicale, mais bon, voilà, un déontologisme qu'on dira pur ou radical, on peut le présenter ainsi. Alors, les approches déontologiques, elles vont dépendre des principes. Vous voyez, tous les éthiciens, tous les philosophes ne sont pas d'accord sur les principes, alors soit sur la hiérarchie des principes, quel principe faut-il mettre en premier, ou soit sur le nombre des principes, bon, etc. Alors, exemple, si par exemple je défends avec Kant l'idée que chaque homme, je le disais tout à l'heure, est porteur d'une dignité, et que cette dignité, on va dire absolue, inconditionnelle, m'interdit tout calcul utilitariste, du type, tout à l'heure, mieux vaut perdre quelques vies que d'entraîner la société entière, par exemple, vers la faillite. Alors, sans doute, au nom de cette dignité, je défendrai le confinement. Alors, imaginons maintenant une éthique libérale qui place le respect de l'autonomie individuelle, et on reviendra sur la question de l'autonomie, comme un devoir absolu. Respecter l'autonomie, on va simplement dire ici la liberté, serait un devoir absolu. Ce que je voudrais simplement vous dire, alors, je ne sais pas si Brine, tu vas être d'accord avec cette idée, et je pense qu'elle est plus complexe que la manière dont je vais le présenter. Et si la liberté est comprise comme une valeur absolue, ne pas confiner les personnes, laisser les personnes libres d'aller et venir, en fait, risque d'atteindre aussi leur liberté. Je vais prendre 2 textes. Le premier texte, c'est John Stuart Mill, dans De la liberté, cette citation célèbre, la seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force contre un de ses membres est de l'empêcher de nuire aux autres.
Donc vous avez ici le père, un des pères du libéralisme, qui, vous voyez, finalement, la raison qui peut, et la seule raison qui peut permettre à une communauté de manière légitime d'user de la force, hein, d'user de la contrainte, c'est justement d'empêcher, c'est le principe de non-nuisance, hein, ne pas nuire envers les autres. Effectivement, si on me laisse sortir, faire une fête avec mes amis, alors que je risque de transmettre ce virus, cela, dans ce système-là, vous voyez, dans une éthique, on pourrait dire libérale, est une raison légitime, effectivement, de me forcer à rester chez moi. Deuxième, texte, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, article 4, la liberté, je cite, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, si vous prenez une action du type faire une grande fête avec tous vos amis, qui risque, cet événement risque de transmettre un virus potentiellement mortel, va conduire donc non seulement à mettre en péril ceux qui participent à la fête, mais on pourrait dire ils y consentent. Donc, vous voyez, le consentement annulerait finalement, ce serait là l'objection fatale qu'on pourrait me faire. Oui, mais aussi leur entourage, puisque ces personnes qui vont être atteintes risquent là aussi de répandre autour d'elles. Donc, et puis à plus long terme, le collectif. Donc à terme, ça conduit à la propagation du virus, faire la fête, et à la mort de ceux qui auraient voulu l'éviter, et donc une atteinte de la liberté. Donc vous voyez, ma conclusion sur cette idée, c'est que même une éthique libérale, finalement, contient en elle-même, me semble-t-il, la défense du principe du confinement, donc la défense du principe de la restriction des libertés, au nom même du respect des libertés. Je suis tout à fait d'accord et je vais ajouter quelques nuances. Un des problèmes avec beaucoup le discours autour de la liberté, on a vu ça au Canada, surtout de nous à États-Unis, tous les mouvements anti-masques, dans un argument libéral, c'est ma liberté de ne pas porter un masque parce que je veux pas, je suis contre ça. Le problème avec cette modèle, c'est ça répond pas à l'élément que Guillaume a bien expliqué. Et c'est le faille majeur quand on parle de droit, c'est on oublie que tout droit est lié à un devoir d'une tierce partie. Donc, si je veux avoir mon droit, il y a forcément quelqu'un pour, au minimum, ne me pas empêcher d'actualiser mon liberté. Des fois, c'est même de soutenir ma liberté. Donc, des droits positifs et des droits négatifs. On entend ça assez peu souvent. C'est moi je veux, au lieu de, c'est quoi mes devoirs envers mes co-citoyens? Première partie de la problème. Donc, imagine cette fête. C'est les vacances, les fêtes de Noël, on veut rassembler avec la famille. Mais j'ai également des devoirs envers ma famille et mes co-citoyens. Juste parce que je veux fêter avec mes proches, qui est une bonne chose pour ma propre santé mentale et les siennes, ça enlève pas mes devoirs envers mes autres co-citoyens. Premier élément. L'autre élément, c'est encore lié à cette notion de liberté. Un des canons de la bioéthique occidentale contemporaine, c'est la notion de constamment éclairé comme articulation de le respect de l'autonomie et la liberté de l'individu. Donc, si on prend ça comme un acquis, et c'est des choses qui sont ancrées dans plein de lois nationales et même internationales, on peut pas forcer quelqu'un sans leur consentement, contre le gré, de faire quelque chose. Ce que ça implique, c'est qu'il doit être informé et capable de comprendre. Donc, un énorme défi dans le contexte actuel, et surtout pour les gens qui militent pour une liberté à l'extrême. Je pense que c'est pas une liberté complète ni autonome, parce qu'ils sont pas informés. Donc, là, ça aide à faire des justifications d'imposition de la part de l'État, des gens qui disent « Je m'en fous que tu veux pas porter un masque, t'as pas de choix. » Et ton argument est bidon. Donc, on peut, pour des raisons libérales, forcer des gens à comprendre, et s'ils veulent pas comprendre, les contraindre, parce que en faisant ça, on permet la reste de la société d'exercer
en plein gré leur liberté. Et de ne pas contraindre, c'est un faillite de la part de l'État de protéger la liberté de ses citoyens. Donc là, on a une articulation très libérale pour l'imposition par l'État de ses responsabilités comme acteur qui représente les biens pour les citoyens de ce pays. Et Brine, ce que tu me fais penser, et je donne tout de suite la parole à Marie-Françoise s'il y a des questions dans le chat, mais ce que tu me fais penser, justement, effectivement, l'autonomie, dans l'autonomie, il y a la dimension de l'intelligibilité, de la rationalité, donc de la compréhension, du caractère éclairé de la volonté. Et effectivement, on pourrait considérer, tu vois, que l'individu qui refuse, par exemple, de mettre son masque jusque au-dessus de son nez, en disant non mais arrêtez, moi vous m'emmerdez, ça me gêne avec mes lunettes, etc. Et de toute façon, et souvent l'argument va être de dire mais de toute façon ça change rien. Repose sur soit une désinformation d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de fake sur les réseaux sociaux, ou soit effectivement un manque total d'information. Et donc, vous voyez, on pourrait effectivement dire que, alors c'est un degré de liberté, si je reprends Descartes, c'est un degré de liberté, mais c'est le degré le plus faible en fait, une sorte d'affirmation de soi, un peu non réfléchie, un peu spontanée, qui repose sur une ignorance en fait. Je crois que je contamine pas les autres, ou je crois que je ne vais pas être contaminé avec mon masque ici, mais en réalité, en fait, un masque, et ça les études le montrent, véritablement fiable, c'est un masque qui recouvre à la fois la bouche et le nez. Donc voilà, c'est un exemple effectivement de définition de l'autonomie. On avait Techno Camon qui avait levé la main s'il veut prendre la parole. Ok. Rebonsoir. Je voudrais davantage m'interroger sur la question utilitariste. Il est bien vrai que quand la COVID-19 intervient, c'est d'abord un problème d'aspect sanitaire qui touche aussi bien physiquement que mentalement les personnes affectées. Là, il faut donc voir qu'après avoir subi le traitement, il y a un problème de stigmatisation. Après ce problème de stigmatisation, il y a pour certains qui ont subi des pertes d'emploi et il faut donc voir dans quelle mesure repenser la réinsertion. Parce que d'un bout à l'autre, nous avons davantage échangé sur la question utilitariste. Ce qui m'amène à penser qu'au-delà de l'aspect sanitaire, ce problème est davantage capitaliste. Donc, je voudrais bien, si vous pouvez davantage m'amener à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut penser, ou comment est-ce qu'il faudrait donc penser la question de la stigmatisation et de la réinsertion. Dans n'importe quelle intervention de... J'en ai terminé, merci. Désolé. Dans n'importe quelle intervention de santé publique, dans des sociétés qui se disent socio-démocrates ou néolibérales ou même communautaristes, on a besoin de penser à l'implication pour tous les citoyens, tous les résidents, tous les gens à l'intérieur de nos frontières qui sont leurs responsabilités. Donc, ton modèle utilitariste devra prendre compte de exactement ces risques parce que des iniquités sociales, c'est des injustices. Le modèle utilitariste, c'est fondamentalement une théorie de justice. De fait qu'il y a des sous-parties de la population qui sont stigmatisées et donc qui subissent des torts, c'est un échec pour ton intervention. C'est un mauvais modèle de protection. Et ça ne répond pas à l'exigence utilitariste, sauf si tu dis on accepte cette stigmatisation comme conséquence qu'on peut pas éliminer et qui est un coût acceptable. Mais tu n'as pas besoin de faire l'argument que ça c'est le cas. Et ça, à mon avis, ça va être assez rare qu'on veut justifier une telle stigmatisation parce que les coûts associés vont dépasser largement d'autres interventions potentielles. De impliquer les gens dans un processus collectif, de penser à la risque de stigmatisation et par la suite, parce que ça c'est un coût, on va marginaliser une population, ils vont être moins heureux, plus propices peut-être à être réfractaires à d'autres messages de la santé publique. Mais la réponse c'est comment est-ce qu'on intègre cette population dans un discours pour répondre à leurs besoins. C'est un meilleur calcul utilitariste. Parce que tu reconnais que ton intervention universelle
est fondamentalement limité et il a besoin d'être ajusté. C'est un niveau de sophistication dans l'implantation de l'intervention qui assure également une relation beaucoup plus éthique avec les populations qui sont incluses, parce que c'est pas tout le monde qui va bénéficier de la même manière d'une intervention universelle. Il y a des gens qui vont perdre. Donc ça, c'est des sous-groupes qui doivent être pris en compte, parce que sinon, on crée des injustices et on fait une mauvaise intervention. Brine, comment tu comprends la stigmatisation liée à la maladie de la Covid-19? Parce que je connais mal cet aspect sur certaines maladies comme le sida, bien sûr que pendant des années, peut-être encore aujourd'hui, bien sûr, donc, ou encore le cancer, hein, il y a des effets effectivement, mais sur la Covid-19, j'ai rien lu là-dessus. Mais déjà, le discours, c'est autour de gens qui veulent pas se présenter parce qu'ils, soit ils veulent pas être un fardeau pour leurs proches. Ils veulent pas être dans un système de soins parce qu'ils savent que le système de soins est déjà débordé et ils disent, je suis juste un peu malade. Ça, c'est une gestion locale. Mais le crainte de stigmatisation, c'est aussi lié à, je vais pas être en mesure de avoir mes libertés de se promener, je veux pas avoir sa contrainte, ou c'est articulé de plus en plus dans le discours récent autour des passeports de vaccination. Donc, en général, c'est pas juste d'être malade, c'est je suis pas vacciné. Donc, est-ce que mes libertés vont être brimées parce que soit je veux pas être vacciné, ou, comme on a entendu hier et aujourd'hui, les premiers effets secondaires liés au premier déploiement du vaccin, c'est les gens qui sont déjà à très haut risque à cause de allergies. Donc, c'est des gens qui sont déjà sensibles. Mais eux, le message, c'est « touche pas ce vaccin ». OK, donc, parce que tu es déjà à risque de réaction anaphylactique, tu peux pas être vacciné. Mais si on exige des passeports de vaccin pour voyager, pour accéder à des lieux publics, pour accéder à des services publics, on va stigmatiser un groupe de gens qui sont pas vaccinés et probablement on va le blâmer pour quelque chose qui est pas leur faute. Donc, et qu'est-ce que tu penses, Brine? Alors justement, et comment ça se passe au Canada? Nous, Emmanuel Macron nous a dit, et ça c'est une question assez intéressante, qui ne nous obligerait pas, excusez-moi, à la vaccination. Hein, la vaccination, pour l'instant, ne va pas être obligatoire. J'ai envie de dire tant mieux, parce que vu effectivement ce qu'on commence à lire sur les premiers vaccins qui sortent, en tout cas pour les personnes non vulnérables, ça donne pas envie de se vacciner tout de suite. Mais est-ce qu'au Canada, il y aura une obligation vaccinale? Ça, c'est ma première question à toi, Brine. Et puis, deuxième question, moi, ça m'a un petit peu interloqué, en fait, ce fait que le vaccin ne soit pas obligatoire. Je veux dire, tu vois, on a récemment en France, c'était janvier dernier, je crois, ou il y a peut-être 2 ans, rendu 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons. Tu vois, alors on contraint pas les parents, hein, on va pas les chercher, on leur envoie pas les flics chez eux le matin pour emmener leur bébé chez le médecin traitant, mais il y a une obligation vaccinale et donc si tu mets pas ça dans ton certificat, tu as des conséquences, etc. Et là, il y a visiblement pour l'instant pas d'obligation prévue et donc là, il y a une logique que j'ai du mal à comprendre. Donc, j'en ai actuellement fait plusieurs entrevues avec des journalistes à ce sujet. Parce qu'il me pose la question, qu'est-ce que le Canada va faire? On ne sait pas encore. Et il y a un vrai débat. Il y a certains premiers ministres des provinces qui militaient pour une obligation. Le danger, c'est quand on commence à lire la littérature sur l'efficacité des obligations, en comparant des pays où c'est obligatoire et d'autres où c'est pas obligatoire, ça change pas grand-chose. Le danger, surtout dans un contexte où les vaccins sont expérimentaux. Ils étaient fast-track, on l'a testé sur très peu de gens et on va attendre un déploiement où il y aura des risques, des effets secondaires. C'est pas le 10 ans habituel de validation d'un vaccin pour dire vraiment c'est sécuritaire et la chance d'avoir un effet secondaire important, c'est négligeable. On n'est pas là. À cause, pour des raisons d'urgence, ça c'est évident. Donc, le fardeau est beaucoup plus élevé avant que tu commences à contraindre des gens avec des obligations. Ça, c'est une notion de proportionnalité. Si je veux forcer des gens, ben, le risque doit être élevé et les protections doivent être également proportionnelles.
plus élevé. On n'est pas du tout là. Donc, il y a trop d'incertitudes avec le vaccin. C'est pas clair si les gens auront accès. Et avant qu'on passe à l'obligation, ben, on devrait assurer qu'on a fait tout pour que les gens ont accès à ce vaccin, qu'il n'y a pas de barrière financière, que c'est gratuit. Sur le contexte mondial, c'est un énorme problème. Au Canada, on était prêt, comme un pays de premier monde, d'acheter tous les vaccins et on s'en fout de ce qui passe en Afrique. Donc, aucun engagement de solidarité mondiale dans un contexte où le problème est mondial. Parce que, oui, on va être vacciné au Canada en première, mais on ne sait pas combien de temps ce vaccin va durer. Est-ce qu'on va être protégé à vie? Je doute fortement. Ça peut que ça dure juste quelques mois. Donc, dans ce contexte, il y a des problèmes de justification de l'obligation, de son efficacité, mais aussi, on va faire braquer les gens parce qu'on va les forcer de faire. Au lieu d'utiliser la carotte, on va arriver avec le bâton. Je pense pas que le bâton va marcher très bien. Surtout quand on n'a pas démontré qu'on est digne de confiance en tant qu'État. Et acceptant que également, il y a une partie de la population qui va rester réfractaire et une autre partie qui ne peut pas être vaccinée pour des raisons de sécurité individuelle. Surtout dans une situation où les vaccins sont encore incertains sur les risques qui sont associés. Donc, on ajoute tous ces éléments et ça enlève beaucoup la capacité d'obliger. Pour les vaccins infantiles, ben, on fait ça parce que les vaccins sont bien connus, très sécuritaires et les conséquences sont évidentes et il n'y a pas d'autre traitement. Nous, on est tellement dans l'incertitude, c'est vraiment dur de le forcer. Oui. Je crois qu'il y a des questions dans le chat. Merci, Brine, de ta réponse. Elle est très claire. Oui, on a une question de Louise Languette. Bonjour à tous. Bonjour, Bryn. Bonjour, Guillaume. En fait, moi, ce que je suis très préoccupée par l'histoire de la vaccination obligatoire. Ce que j'aimerais vraiment soulever par rapport à ça, c'est qu'il faut pas perdre de vue que dans tous les vaccins qui vont être rendus disponibles dans les prochaines semaines, on est tous dans des vaccins de phase 3 ou de phase 4. Donc, on est encore dans de la recherche. Alors, c'est plus un consentement à la santé publique ou à une intervention de santé publique ou à un soin qu'on est en train de faire, mais c'est un consentement à la recherche. Puis nous imposer, en tout cas, d'avoir un vaccin dans un contexte où c'est de la recherche, ce serait revenir à Helsinki, là, pour moi, dans ma tête. Donc, je pense que c'est très dangereux d'obliger de vacciner les gens dans ce contexte-là. Puis, on pense à tous les adolescents, par exemple, de 14 à 18 ans au Québec qui ont la possibilité de consentir à un soin, par exemple, à une vaccination. Mais là, quand on est dans un contexte de recherche, on revient au consentement parental parce que les risques sont inconnus. Puis, il faudrait pas oublier aussi, en tout cas, ça c'est le côté, je dirais, volet recherche, mais il y a tout le côté aussi effet secondaire, dans le sens où au fur et à mesure, si on se rend compte que les effets secondaires sont plus importants qu'on pensait, ben, il va falloir reculer dans cette intervention-là. Donc, il faut rester prudent avant de dire on vaccine tout le monde, 8 milliards d'individus sur la planète. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec cette approche-là. D'abord, parce que ce serait de dépenser énormément d'argent pour rien. Parce qu'à partir du moment où on va avoir peut-être même éteint tous les feux qui brûlent de nos personnes âgées, de toutes les infections dans le centre hospitalier, en résidence de personnes âgées, mais peut-être qu'à un moment donné, on va se retrouver comme le H1N1 où il y en a plus de cas. Puis est-ce qu'on va quand même vacciner les gens avec les risques qui vont avec si on se rend compte que le vaccin est moins sécuritaire qu'on pensait, alors qu'on a tué l'éclosion finalement ou on a tué le serpent dans l'œuf? En tout cas, je pense qu'il faut garder la tête froide par rapport à ce qui se passe, puis pas partir en peur de dire on se vaccine, on vaccine, on vaccine. Je pense qu'il faut y aller de façon successive avec nos plus à risque, nos personnes âgées, nos personnels de la santé, puis regarder ce qui se passe à travers ça, puis y aller de façon progressive et raisonnée plutôt que de dire OK, on y va tout le monde. En tout cas, moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Hein? Et je vois aussi dans les questions de conflit d'intérêt, la question de responsabilité de l'État, de tous les États, de assurer qu'il fait le suivi. Comme Louise a dit, c'est un phase 4, dont on est en train encore de faire du post-marketing studies. On a besoin d'assurer qu'il y a les mécanismes
de détection de toute la population qui sont fiables, qui sont faciles pour les gens à participer dans l'acte de divulgation que oui, ça va bien pour moi ou non, ça va vraiment pas bien. Voici les effets secondaires. Si on n'a pas cette contrepartie de l'État pour assurer que oui, c'est expérimental, on va avancer avec la recherche, on n'est pas en train de bien mobiliser le principe de précaution, qui fait que on avance tranquillement avec prudence, mais avec une obligation de faire la recherche et donc de documenter toute cette information pour avoir un boucle de rétroaction en continu pour dire, ah, OK, ça c'est un vaccin qui est moins efficace qu'on imagine. Ou, wow, c'est tellement efficace et il y a tellement peu d'effets secondaires, on peut pousser plus vite en comparaison à les 5 autres vaccins. Donc, si on n'a pas cette information parce que les États ont pas mis en place les mécanismes de surveillance, l'État est en manque de son obligation éthique de protéger les citoyens, mais aussi dans cet équilibre avec le citoyen qui participe dans la recherche. Autre question peut-être, Marie-Françoise, Marion, dans le chat? Vous voulez qu'on prenne une dernière question et après on va peut-être conclure parce qu'il est déjà 12h10. Ah, il est midi chez vous? Oui. Oui. Donc on avait Dr Edvijan Djaouga qui avait une question, s'il veut la poser. Ou pas. Bonsoir à tous. Ma question était de savoir comment éviter la stigmatisation, parce que généralement, on constate que c'est lorsqu'une maladie apparaît, c'est la publicité négative qu'on fait autour de la maladie qui conduit à la stigmatisation. Le processus était connu. Alors, comment se fait-il qu'on n'ait pas fait attention avec la COVID, on est retombé dans le même schéma? Et ici en Afrique, l'aspect psychologique des maladies, des malades, pardon, c'est stigmatisant ici d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Et en plus, ça coûte cher. Je me demande combien, moi je suis au Bénin, c'est rare de voir un cabinet psychiatrique quelque part. Pour les personnes qui sont concernées, il faut passer par une tierce personne pour savoir où se trouve un cabinet de psychologue, etc. Sinon, il faut se replier sur une université à travers le département de psychologie pour pouvoir retrouver les cliniciens concernés. Alors, comment amener les politiques publiques à gérer la question de la stigmatisation, surtout sur le continent africain? Merci. Moi, je dirais que c'est une question de transparence et responsabilité étatique dans une logique de solidarité. De dire, la plupart des pays ont mobilisé cet argument pour dire, on est dans cette bataille ensemble. Et on a mobilisé des métaphores militaires qui sont très puissants, qui permettent même de forcer certains comportements, et c'est une limite avec cette métaphore aussi. Donc, oui, on est dans ce combat collectif. On embarque avec une vision de solidarité, de bien commun, de travailler ensemble, de lutter contre. Mais il y a aussi la nécessité de parler de c'est quoi l'impact pour les différents membres de notre population, pour différents groupes. C'est pas tout le monde qui a les mêmes ressources, qui va bénéficier d'une intervention comparée à une autre. De parler à tout ça, et là, tu changes le cadre de référence. Au lieu de parler d'une bataille, métaphore militaire, parler de la santé. Le besoin de soigner, d'avoir un ethics of care qui soutient les gens qui sont vulnérables. Et là, encore, on mobilise un principe de solidarité, mais au lieu de batailler, on est en train de reconnaître que le maladie, c'est invisible et le virus est dans nous et dans nos proches. Donc, on veut pas aller en bataille contre eux, on veut les soutenir, les soigner. Dans cette logique, la stigmatisation est quelque chose complètement contradictoire. Parce que c'est de blâmer quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas leur faute, au lieu de dire, pour des raisons du bien commun, de santé publique, on a l'obligation de soigner et de mobiliser avec les ressources qu'on a disponibles. Donc, je pense à votre exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des gens qui sont déprimés à cause de ça? Et ils n'ont pas les moyens. Mais quels sont les autres moyens de soutien
sociale qu'on peut mobiliser. De penser à, moi je me rappelle au début de la confinement, il y avait des exemples de solidarité sociale incroyables où les gens brisaient des barrières, même qu'ils étaient confinés. À Montréal, on parlait de barbecue de balcon, où les gens, à distance de 2 mètres, étaient en train de se réseauter et de soutenir leurs voisins. Et c'est des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés avant. Pourquoi? Parce qu'on était au début du confinement. Je pense qu'on a besoin de relancer à nouveau, surtout si on se confine encore, dans une logique de soutien social ancré sur un principe de solidarité avec nos voisins. Et on n'a pas besoin de l'État pour ça. On peut faire ça individuellement. On peut faire ça en communauté. Et c'est un moyen de sortir d'un modèle de blâme et de reconnaître qu'on est tous à risque et on est également toute partie de la solution. C'est une logique extrêmement positive de autonomisation, d'empowerment qui dit on a chacun une possibilité de faire une différence. On n'a pas besoin de trouver le vaccin pour faire la différence. On a besoin de parler à un voisin et leur aider un peu juste en disant comment ça va. Ces petits gestes sociaux, quand ils sont généralisés, ont un impact énorme. Et ça change la manière que les pays gèrent le problème. Pour moi, le dernier point, et je cède la parole à Guillaume, c'est Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud. C'est des exemples des pays où ils ont poussé très fortement sur l'implication sociale des citoyens. Vous n'êtes pas les vecteurs du virus, vous êtes partie de la solution. Voici qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider chacun entre vous en acte de solidarité. Et ça a très bien marché. Et tu n'as pas des mouvements réfractaires aussi larges qu'on voit en Amérique du Nord ou en Europe, par exemple. Parce qu'ils ont vraiment pris comme charge, c'est notre devoir de co-citoyens de travailler ensemble. Et je pense qu'on a besoin de pousser cette logique beaucoup plus fort au lieu de toujours regarder envers l'État, de dire qu'est-ce que nous on peut faire en tant que citoyens. Mais moi je voudrais peut-être pour conclure concernant, vous voyez, et pour les étudiants du master éthique, peut-être dire simplement, vous voyez, par rapport à la question qui avait été posée au départ, éthique utilitariste, éthique libérale. Moi, en tant qu'éthicien clinique, c'est-à dire, vous voyez, travaillant à l'hôpital, ces dernières semaines, on a été confronté à des cas de Covid, notamment en service de gériatrie, en psychiatrie. Et on a eu plein de questions, vous voyez, mais très, très techniques, en fait, très simples, très pratiques. Est-ce qu'on enferme les patients Covid quand on a des patients, vous voyez, déambulants, par exemple, atteints de maladie d'Alzheimer, qui donc respectent pas les gestes barrières? Comment on fait? Comment on met ensemble des patients, vous voyez, en service de gériatrie, notamment, des patients atteints d'Alzheimer, et puis à côté des patients Covid-19. Alors, on enferme à clé. Alors, ce que je veux vous dire, même chose, autre exemple, toute cette semaine, j'ai été pris par une demande de sédation profonde et continue à domicile, donc une fin de vie, vous voyez, dans le contexte Covid-19. Bon. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, finalement, on joue à la fois, et moi, c'est, à mon avis, le rôle d'un éthicien clinique, c'est de jouer à la fois, d'étudier les conséquences de nos actions, c'est-à-dire que je pense qu'on est aussi conséquentialiste, on n'est pas juste en train de suivre voilà, des principes abstraits, mais on conserve aussi des grands principes. C'est ce que font les soignants, hein. Ils n'abandonnent pas, ils n'abandonnent jamais, me semble-t-il, leurs principes, leurs valeurs. Et donc, on est toujours, vous voyez, dans une sorte d'articulation, en fait, entre l'examen des conséquences et les principes qui guident nos actions. Hein. Une sorte peut-être de prudence aristotélicienne qui fait appel à la fois au regard du contexte, au regard de nos connaissances, à la fois, vous voyez, incertaines, évolutives, hein, donc qui va donc amener à prendre une décision qui sera différente à un deuxième moment qu'aujourd'hui, et puis enfin au regard de nos principes et de nos valeurs qui guident nos actions. C'est dans cette articulation très complexe, très, très fragile, toujours différente, au regard du contexte qui est singulier, qu'on essaie d'agir et de penser.
Voilà un peu ma... Et avec beaucoup d'humilité. On est totalement dans un contexte d'incertitude. Donc, on va se débrouiller. On va faire le mieux qu'on peut. Mais si on est humble dans cette articulation, honnêtement, je pense qu'on a une meilleure chance de réussir parce que on va travailler avec les collègues, avec les professionnels, avec les décideurs en disant, on va expérimenter. De la population. Donc, j'ai l'impression que, voilà, tous les besoins n'ont pas été, observé dans cet utilitarisme et qu'on a hiérarchisé et puis du coup priorisé et voilà. C'est vrai, Eric. J'ai un petit peu répondu, mais écoute, ça mériterait, je pense, une grande discussion. Mais moi, ma réponse, ça va être de te dire que pour aller au cinéma, il faut être en bonne santé. Donc, et qu'on peut regarder un film de chez soi. Voilà. Donc, je comprends, si tu veux, quand même. Moi aussi, j'aimerais aller au cinéma. J'espère au musée bientôt, au théâtre, à l'opéra. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas un besoin primaire. Alors bon, hein, c'est discutable, hein, mais il me semble qu'effectivement, dans la hiérarchie des besoins, quelque part, tu vois, ce qui est premier, bah, c'est la santé physique. Mais oui, et de penser à nos devoirs envers nos concitoyens. Oui, j'aimerais, mais je vais me limiter pour le bien commun. C'est une des choses qui m'agace un peu dans beaucoup de discours, il n'y a pas suffisamment de discussions sur le bien commun et beaucoup plus de discussions sur qu'est-ce qui est bon pour moi et pourquoi ça m'embête d'être limité. Au lieu de dire, oui, mais on fait plein de choses pour le bien commun. Mettre ça sur le premier plan. Mais ça prend l'engagement des décideurs, des acteurs de santé publique de parler de ça. Et c'est une discussion qu'on a besoin de mener dans une multitude d'espaces publics, politiques, dans nos réseaux personnels aussi. Je suis pas en train de parler de préférences égoïstes. Hein. Je pense que le bien commun, ça peut relever aussi de choses spirituelles. Et à mon avis, il s'agit plutôt de dispositifs. Et je prends l'exemple, par exemple, de l'ouverture des supermarchés et la fermeture des marchés de plein air lors du premier confinement. C'est une question de dispositif. On laisse les gens s'entasser dans des supermarchés alors que les marchés étaient ouverts, enfin, etc. Je pense qu'on pourrait aussi aller au cinéma avec des dispositifs qui permettraient la protection des uns et des autres. Enfin, voilà. Question, hein, point d'interrogation. Ouais, c'est pas évident, tu vois, parce que quand tu vas au cinéma, tu t'assois sur un siège en tissu. Bon, remarque, tu peux faire un siège vide, etc. Mais c'est le problème, c'est pas le siège, le problème c'est la ventilation. C'est la ventilation, en plus de ça, bien sûr, la clim. Et on commence à voir, et ça c'est on voit à la fois le pertinent d'une analyse éthique, mais également ses limites, parce que ça doit être fondé sur quelles sont les données probantes scientifiques sur la diffusion du virus. Mais ça c'est quelque chose d'évolutif, et ça change littéralement à chaque fois on a des nouveaux données. Et on a besoin de modifier nos interventions en fonction de ça. Je pense qu'on a épuisé notre temps. Ouais, alors si je peux juste faire un petit mot de la fin, là, je veux vous remercier. Là, on avait tellement à dire que c'est pas tout l'heure de parole qui a été mis, puis il y a beaucoup de discussions qui sont faites dans le chat aussi. On voulait vous remercier, Bryn et Guillaume Durand, à mon nom, au nom de Marion, puis au nom du comité étudiant de bioéthique de l'Université de Montréal. Là, c'était vraiment, je pense, une première édition qui était très bonne. Et heureusement, c'est des éditions qui vont se refaire. Alors pour ceux et celles qui sont encore présents dans la discussion, en fait là, on prévoit faire des rencontres comme ça tout au long de l'année qui termine dans 2 semaines. Non, c'est pas vrai. Et ensuite tout au long de l'année scolaire, donc continuer ça en 2021. On a déjà des sujets qui ont été des idées de sujets, mais si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent aussi, on fait ça pour nous, mais on fait ça pour vous aussi. Donc si jamais il y a des sujets qui vous intéressent, vraiment avoir cette perspective-là, éthique, mais éthique du côté international aussi, c'est ça qui nous intéressait aussi dans ça. Donc si vous avez des idées de sujets, si vous avez des idées d'intervenants, n'hésitez pas à nous envoyer ça n'hésitez pas d'envoyer ça à Marion. Et on va prendre ça en compte pour les prochaines séances. Et là, il y a des gens qui ont écrit à Marion en privé. Si jamais vous voulez la liste de présence pour quelconque raison académique, n'hésitez pas à lui écrire par courriel. Et oui, c'est enregistré. La conférence est enregistrée, donc vous allez pouvoir la réécouter après, puis vous allez pouvoir lire le chat aussi là pour avoir des idées de réponses. Et si jamais
ça peut motiver des travaux transatlantiques dans des travaux scolaires ou dans des travaux de réflexion ou dans des articles, ben d'autant plus, c'est d'autant plus. Cool, merci à vous, hein, super organisation, ouais, génial, hein, il faudra qu'on refasse ça et hein, c'est une super idée, donc vivement le prochain webinaire. Exactement. Merci à vous tous. Ciao. Salut, bye, bye bye.